À la fin des années 90, un petit groupe de death metal mélodique finlandais vient de signer son premier contrat en maison de disques. Il s'appelle à l'époque Innerst, mais a envie de trouver un meilleur nom, quelque chose de plus impactant. Les membres du groupe vont trouver l'inspiration du côté de l'affaire criminelle la plus mystérieuse du pays, l'attaque au couteau ultra choquante de 4 adolescents partis camper au bord d'un lac. Et le groupe deviendra Children of Bodom. Bon, vous m'excuserez pour cette introduction un tout petit peu putaclic parce qu'on ne va pas parler du groupe Children of Bodom, mais par contre, on va parler de l'affaire criminelle en question, celle des meurtres du lac Bodom, en Finlande donc. C'est un cold case, je n'en ai encore jamais traité sur la chaîne, donc ça me fait plaisir parce que j'aime bien à chaque fois traiter des choses un peu différentes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nelly, ici je poste des vidéos true crime à raison de 2 par mois. J'aime en général traiter des affaires qui ont un lien plus ou moins éloigné avec les cultures alternatives, parfois la musique. Et disclaimer habituel, ce sont des vidéos true crime que je vous propose ici. Il peut donc y avoir mention de violence, de décès. Si ce genre de choses ne vous mettent pas spécialement à l'aise, je vous propose d'aller regarder autre chose. Les autres, par contre, vous allez me suivre, puisque juste après le générique, on va attaquer l'affaire. Nous nous rendons donc aujourd'hui dans la région d'Espoo, je crois que ça se dit Esbo en finlandais, mais je vais utiliser la prononciation française. Espoo, c'est une grande ville de 1 million d'habitants, située à seulement une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Helsinki, la capitale de la Finlande. Le 4 juin 1960, un groupe d'adolescents originaires d'un petit village des alentours décide de partir camper pour le week-end. Il s'agit de 2 couples d'amis. Il y a Meila Irmeli Björklund, avec son petit ami Nils Willem Gustafsson, ainsi que Anja Tuulikki-Mäki et son petit ami Seppo Antero Boisman. Les 2 filles ont 15 ans et les 2 garçons 18 ans. A priori, à l'époque, il n'y avait pas trop d'histoire de détournement de mineurs. Ça ne gênait personne. Ils sont donc tous amis, les 2 garçons travaillent ensemble dans une fonderie et les filles se sont connues pendant des vacances. Pour ce week-end de camping, ils ont choisi la destination de Högnäs. Högnäs, c'est un quartier de la ville d'Espoo. Ça se situe sur la bordure sud-est d'un très beau et grand lac qui s'appelle le lac Bodom. C'est très beau et paisible, c'est un endroit très prisé par les campeurs. Ils arrivent en début d'après-midi, s'installent, montent leur tente et commencent à profiter du calme et de la beauté des lieux. Enfin bon, ce sont des ados, donc leur manière de profiter implique la consommation de vodka, surtout pour les garçons, pas mal de déconnades entre eux, ainsi qu'une partie de pêche et de la baignade. La nuit tombe tôt en Scandinavie, et donc vers minuit, ils décident d'aller se coucher. Ils n'ont qu'une tente pour eux 4 qu'ils ont installée, et ils y prennent place. Mais les 2 garçons, Nils et Seppo, sont très ivres. Ils vont donc ressortir de la tente parce qu'ils ont du mal à trouver le sommeil et ils se disent qu'ils en auraient profité pour faire une partie de pêche nocturne. Et vers 2 h du matin, ils retournent se coucher. Le lendemain matin, vers 11 h, un certain Esko Johansson arrive au lac Bodom avec son fils dans l'idée de se baigner. Au moment où ils s'apprêtent à rentrer dans l'eau, ils aperçoivent sur l'autre rive une masse de tissu étrange. Ça les intrigue et le père décide d'y aller pour voir de quoi il s'agit. Et là, c'est une scène d'horreur qui a pris la place de la beauté et du calme des lieux. Il y a une tente qui est effondrée sur elle-même et sur ses occupants. Mais surtout, le tissu est maculé de sang en très grande quantité. Et la toile est totalement lacérée. Il s'agit évidemment de la tente du groupe de 4 adolescents arrivés la veille sur les lieux pour camper. Les corps de Seppo et Anja sont à l'intérieur de la tente, tandis que ceux de Nils et Meila reposent sur le dessus de la tente. Les corps sont comme entassés les uns sur les autres, disposés de part et d'autre de la toile ensanglantée, et c'est une vision particulièrement choquante. Ils souffrent de multiples lacérations à l'arme blanche ainsi que de lourds traumas crâniens. Meila a, semble-t-il, subi un acharnement particulier et elle est dévêtue sur sa partie antérieure. C'est la seule.
Mais malgré cette attaque d'une brutalité extrême, un des adolescents est toujours en vie. Il s'agit de Niels Gustafsson. Il est le seul survivant du groupe de 4 adolescents. Esko Johansson, le baigneur qui a découvert la scène d'horreur, va tout de suite prévenir la police évidemment, qui va arriver sur les lieux aux alentours de midi. Des officiers de police accompagnés de chiens renifleurs vont évidemment faire le tour des lieux. Malheureusement, à l'époque, peu de précautions étaient prises. Il n'y avait même pas de périmètre de sécurité établi pour préserver la scène de crime, et celle-ci a été contaminée aussi bien par les policiers eux-mêmes que par des curieux. Malgré ça, quelques indices vont être relevés. Tout d'abord, les chaussures de Niels vont être retrouvées à 500 mètres de la tente. Elles portent de multiples traces de projection de sang, de toutes petites gouttelettes, qui ne sont présentes que sur l'extérieur de la chaussure, pas du tout à l'intérieur. Et ça va indiquer aux policiers que le tueur les portait, ces chaussures-là, au moment de la commission des faits. Il y a également une tête d'oreiller enroulée, tenue avec un élastique qui va être retrouvé sur les lieux, et sur celle-ci, les policiers vont pouvoir prélever des traces de sang et de sperme. Aucune des traces prélevées ne pourra malheureusement être reliée à qui que ce soit, pas aux victimes, pas au tueur, parce que à l'époque, ces techniques d'analyse n'en étaient qu'à leur balbutiement et les échantillons ont pu être contaminés et rendus inutilisables. Des effets personnels des victimes, des vêtements, les portefeuilles ainsi que les clés des cadenas des vélos ont été volés et ne seront jamais retrouvés. Pas plus d'ailleurs que les armes du crime, que les enquêteurs déterminent être de grosses pierres ainsi qu'un couteau avec une lame d'une quinzaine de centimètres. Les enquêteurs arrivent à déterminer que l'attaque a eu lieu entre 4h et 6h du matin. L'autopsie des corps ne permettra malheureusement pas d'en apprendre beaucoup plus, si ce n'est ce qu'on savait déjà, qu'ils ont tous été attaqués à l'arme blanche, chacun poignardé une quinzaine de fois, que Meyla, elle, a été plus particulièrement visée, elle a des blessures de défense sur les avant-bras, ce qui n'est pas le cas pour les autres, et elle est partiellement dénudée. Et tous également ont été frappés à la tête à l'aide de pierres lourdes, ou d'une pierre, on ne sait pas. Les policiers vont évidemment s'empresser d'aller interroger Niels à l'hôpital. Mais celui-ci est dans un état lamentable, son visage est complètement lacéré, il a la mâchoire fracturée avec les dents apparentes, et il a une espèce de, excusez-moi pour ce terme, mais bon c'est celui qui était utilisé et il me semble juste, il a une espèce de jus de cerveau qui lui sort par les narines. Il souffre d'une commotion cérébrale sévère qui l'a rendu partiellement amnésique. D'ailleurs, la première question qu'il va poser quand il se réveille à l'hôpital, c'est « Mais comment j'ai pu me retrouver dans un accident de voiture alors que j'ai pas de voiture ?» On va donc lui expliquer qu'il n'était pas dans un accident de voiture. Les enquêteurs vont alors faire appel à l'hypnose, une technique qui était très couramment utilisée à l'époque, afin d'en apprendre plus sur le déroulement des faits au travers du témoignage de l'unique rescapé de cette attaque horrible. Grâce à l'hypnose, Niels finit par se souvenir avoir aperçu le tueur. Il raconte l'avoir vu les observer au travers d'une ouverture de la tente avant de les attaquer. Il les aurait attaqués au couteau, les aurait poignardés au travers du tissu de la tente, après l'avoir fait s'écrouler sur elle-même et donc sur les 4 adolescents en coupant les cordes qui retiennent la structure. Donc la toile était sur eux, c'est assez lourd quand même une toile de tente, ça les retenait un petit peu pris au piège. Et donc, le tueur a pu assez facilement s'acharner sur eux au couteau et avec des pierres. Niels dira aussi avoir le souvenir de 2 yeux rouges brillants le fixant dans la nuit. Bon, ça, on imagine que ce sont plus des images qu'il a en tête à cause de l'hypnose et de son état amoindri. Mais on va dire que ça jouera dans la création d'une sorte de mythe autour de l'assaillant du lac Bodom, qui rôde peut-être encore. Il y a également des témoins, des jeunes qui étaient venus très tôt, aux alentours de 6h, observer les oiseaux aux alentours du lac Bodom, qui diront avoir aperçu la tente de loin, mais ne pas s'en être spécialement préoccupés. Mais par contre, ils auraient vu un homme blond correspondant à la description fournie par Niels, l'aurait vu quitter les lieux. Et ce témoignage sera corroboré par celui d'un pêcheur, présent lui aussi sur les lieux aux alentours de 6h du matin. Le mystérieux individu est décrit par tous les témoins comme mesurant aux alentours d'1m75, ayant la vingtaine et des cheveux blonds, même si ça, en Scandinavie, ça fait pas énormément avancer le schmilblick. Il aurait aussi les traits très ciselés,
les pommettes hautes et les cheveux coiffés vers l'arrière. Un portrait robot sera établi en se basant sur toutes ces informations. Les policiers vont alors mettre en place des checkpoints afin de tenter d'interpeller l'individu aperçu sur les lieux. Ils vont interpeller 88 individus recherchés qui se cachaient dans les bois et les campagnes aux alentours d'Helsinki. Ça fait beaucoup quand même. Mais malheureusement, aucun d'eux ne correspond au profil recherché. J'ai lu que 4000 personnes avaient été interrogées dans le cadre de cette affaire. 4000, ça me paraît quand même énorme, mais j'ai vérifié et c'est bien 4000 qui ressortaient. Et évidemment, parmi ces 4000 personnes, et heureusement, il va y avoir des suspects qui vont se dégager. On va les passer en revue du moins probable au plus louche. Le premier suspect s'appelle Pauli Kusta-Luoma. Il se trouve qu'il ressemble beaucoup au portrait robot et qu'en plus, il était sur les lieux aux petites heures du matin et a demandé une cigarette à un charpentier qui rapportera qu'il était couvert de sang. En plus, Luoma était recherché parce qu'il s'était échappé d'un camp de travail. Il avait été condamné pour vol. Mais il va assez rapidement être écarté de la liste des suspects potentiels parce qu'il a un alibi super solide. Le second suspect, lui, c'est Pentti Swaninen et c'est un jeune homme de 15 ans à l'époque qui s'est échappé de chez sa famille d'accueil. Il est connu pour des actes de violence et a été diagnostiqué psychopathe. Il aurait même avoué les meurtres au milieu des années 60 lors d'un séjour en prison. Il a donc été interrogé, mais lui aussi écarté de la liste des suspects parce que son témoignage n'était absolument pas crédible. Mais voilà qu'il s'est diffusé le 6 juin 1969, soit 9 ans jour pour jour après le triple meurtre. Celui-là est déjà louche, mais vous allez voir que les deux suivants sont pires. Le premier suspect vraiment crédible s'appelle Valdemar Gillström. Il est surnommé Kioskman parce qu'il tient un kiosque dans le quartier de Öyta. Öyta, c'est comme Ögnes, c'est un quartier de la ville d'Espoo en bordure du lac Bodom. C'est seulement à 1 km des lieux du crime. Valdemar, donc Kioskman, est connu pour être un individu hyper violent et alcoolique au dernier degré, déjà condamné pour agression sur sa femme et ses enfants. Mais surtout, tout le monde sait dans la région qu'il déteste les campeurs et veut vraiment ne plus les voir, il veut les faire dégager de la région, leur faire passer l'envie de venir ici. Alors évidemment, il les toise, il les regarde hyper mal, mais il ne se contente pas de ça. Il leur a déjà jeté des pierres ou mis des lames de rasoir dans leurs pommes pour leur pique-nique. Et il a aussi déjà saboté des tentes de campeurs. Et je vous rappelle que le tueur qu'on recherche a saboté la tente des 4 adolescents. La police va aller perquisitionner son domicile. Ils ne vont rien trouver de particulier. Par contre, ils vont s'entretenir avec son beau-fils, qui va leur dire qu'il est persuadé que son beau-père, Kioskman, ou Valdemar, a caché les effets personnels des victimes, ainsi que les armes du crime, dans un puits qui a été cimenté, dans lequel on a fait couler du ciment qui a durci. Et en effet, il y a bien un puits comme ça dans le jardin de Valdemar, mais étrangement, les policiers vont pas spécialement faire quoi que ce soit. Sa femme, par contre, va prendre sa défense et expliquer qu'il était avec elle, à la maison, au moment de la commission des faits. Il est rapporté qu'au cours de la décennie suivante, au détour d'une conversation avec un ami dans un sauna, Valdemar aurait demandé à cet ami ce qu'il devrait faire s'il était impliqué dans le triple meurtre du lac Bodom. Son ami lui aurait répondu qu'il ferait mieux de se jeter dans le lac parce que sinon il allait passer le reste de sa vie en prison. Et vous savez quoi? Eh bien, dès le lendemain, Kioskman se jette dans le lac et se noie. Quant à sa femme qui lui avait donné un alibi solide, elle va finalement révéler aux enquêteurs qu'elle l'a fait uniquement à sa demande et parce qu'il avait menacé de la tuer, elle et ses enfants, si elle ne coopérait pas. Mais bon, il était mort, donc c'était un peu tard. Et puis surtout, le prochain suspect est encore plus louche. Il s'agit d'un expatrié allemand qui s'appelle Hans Assmann et qui vit lui aussi à Espoo. Bon, là, les gens qui parlent anglais doivent être en train de rigoler sur Assmann qui vit à Pau. Bref, il vit à seulement quelques kilomètres des lieux du crime. Il a un profil des plus sympathiques.
Il aurait été gardien de prison à Auschwitz, membre de la Luftwaffe et aussi espion au KGB. Il a épousé une Finlandaise, elle aussi soupçonnée d'être une espionne parce qu'elle utilisait des pseudos à chaque fois qu'elle se rendait dans des pays étrangers. Ce fameux Hans Assmann s'est rendu à l'hôpital général d'Helsinki au matin du 6 juin 1960, donc le lendemain matin des faits. Il avait les vêtements tachés de sang, de la terre sous les ongles et il agissait bizarrement. Il a attaqué le personnel de l'hôpital et simulé un malaise. En plus de tout ça, il ressemblait au portrait robot et a comme par hasard changé de coupe de cheveux juste après que celui-ci ait été diffusé. Le médecin qui s'occupe de lui va le signaler à la police qui va venir l'interroger. Mais voilà que Hans Assmann a un alibi très solide. Des employés d'un hôtel de la région vont certifier l'avoir vu le soir de la commission des faits en compagnie de sa maîtresse dans l'hôtel où il travaille. Ses vêtements avec du rouge dessus, bien il dira que c'est pas du tout du sang, mais de la peinture, qui s'est mis de la peinture sur lui en faisant des travaux chez lui en étant bourré. Vous allez me dire c'est facile à vérifier si c'est de la peinture ou du sang, on y reviendra. Mais il reste la ressemblance frappante avec le portrait robot. Mais voilà qu'à ce moment-là, les policiers commencent à douter de la fiabilité du portrait robot. Pour deux raisons. Déjà parce que des experts leur ont dit que l'hypnose n'a pas pu suffire à faire retrouver la mémoire à Niels vu son état, que certainement qu'il a été influencé par les questions des enquêteurs. Et il y a également un des témoins, le fils du pêcheur, qui s'avérera avoir une très mauvaise vue et c'est absolument impossible qu'il ait pu voir de tels détails sur le fameux homme blond, vu la distance à laquelle il se trouvait. Voilà, des témoignages pas fiables, donc un portrait robot pas fiable, soi-disant. Bon là vous vous dites qu'on en a fini avec les suspects très intéressants puisque je vous en avais annoncé deux. Il y a eu Kioskman et il y a eu l'espion du KGB, le Hans Assmann. Eh ben non, en fait on n'a pas fini puisqu'il y en a un troisième et c'est de loin le plus surprenant. Parce qu'en effet, en mars 2004, soit 44 ans après la commission des faits, c'est le survivant de l'attaque Niels Gustafsson, alors âgé de 60 ans, qui va être emmené par la police pour être interrogé. Cette arrestation surprenante a été possible grâce à de nouvelles analyses faites avec des technologies plus perfectionnées, effectuées sur les chaussures de Niels Gustafsson. Vous savez, celles qui ont été retrouvées à 500 mètres de la tente et qui avaient du sang uniquement sur leur extérieur. En effet, le sang des trois victimes, Seppo, Anja et Meila, a été retrouvé sur les chaussures, mais pas celui de Niels. Et comme il l'avait déjà déduit à l'époque, c'est sûr que les chaussures étaient portées par l'auteur des faits au moment de la commission des faits. Donc soit Niels est bel et bien le meurtrier et il portait ses chaussures, ce qui est logique, soit le meurtrier a chaussé les chaussures de Niels pour tuer ses trois camarades. Et l'attaquer lui-même, puisque Niels aussi a été attaqué. Niels Gustafsson est donc aujourd'hui un homme de 60 ans et il va être arrêté et faire 59 jours de prison. Et il va être jugé le 4 août 2005. Un nouveau témoin très intéressant va se manifester lors du procès de Niels Gustafsson. C'est une femme qui va expliquer qu'elle se trouvait dans un autre campement situé à quelques kilomètres de celui des 4 jeunes de notre affaire. Et que là-bas, elle a vu et a même discuté avec Niels et Seppo. Elle raconte que Niels était ivre-mort et cherchait la bagarre un peu avec son ami Seppo. Il y a même 2 autres témoins, un policier ainsi qu'une amie de Niels, qui vont dire avoir reçu des confessions de la part de Niels. Mais celles-ci étaient embrouillées et peu crédibles. Mais voici ce que les enquêteurs imaginent dans le cas où Niels Gustafsson serait bel et bien l'auteur du triple meurtre. Dans la soirée, un peu après minuit, après être allés se coucher tous les 4 dans la tente, Niels aurait fait des avances sexuelles à sa petite copine Meila, qui l'aurait repoussée. Il l'aurait mal pris, se serait mis à faire un scandale dans la tente, ce qui aurait incité les autres à lui dire de dégager, de sortir. Le temps qu'il se calme un peu, que l'alcool redescende. Niels serait revenu un petit peu plus tard et se serait alors battu avec Seppo de manière particulièrement violente, vu les blessures qu'il a. Seppo aurait pris le dessus et l'aurait vraiment massacré. Il serait alors allé chercher un couteau et une ou plusieurs pierres
et aurait attaqué ses amis après avoir coupé les cordes de la tente, que la tente se soit effondrée sur eux. Et là, il se serait mis à les frapper avec la pierre et à les poignarder à travers la toile de la tente. Et il se serait particulièrement acharné sur Mayla, qui avait repoussé ses avances. Assez rapidement, il aurait réalisé l'ampleur de la gravité de son passage à l'acte et aurait entrepris de simuler un vol. Pour ça, il va emporter des affaires des victimes, donc leur portefeuille, les clés des vélos, des vêtements, toutes les affaires qu'on n'a jamais retrouvées. Puis afin de se faire passer pour une victime, il se serait infligé des blessures à lui-même au couteau. Il avait déjà la commotion cérébrale à cause de la bagarre. Puis se serait débarrassé du couteau, qu'on n'a jamais retrouvé, la pierre non plus. Il aurait ensuite quitté ses chaussures, les aurait laissées à 500 mètres de la tente, puis il serait allé se coucher sur la tente comme une victime en attendant l'arrivée de la police. Lors du procès, la défense de Nils va évidemment pointer les incohérences de cette version. Déjà, ils vont expliquer que l'état de Nils, ivre et blessé, ne lui aurait pas permis de s'en prendre comme ça aussi violemment à 3 personnes, puis d'établir une mise en scène aussi sophistiquée pour faire croire à un vol, etc. De plus, ses blessures étaient trop graves, mâchoire brisée, jus de cerveau qui sort des narines, vous vous souvenez, pour avoir résulté uniquement d'une bagarre avec ses peaux. Des experts de la défense avanceront en outre que ces blessures sont exactement les mêmes que celles des autres victimes, infligées avec la même arme, de la même manière et surtout sous le même angle. Et ça, c'est quasiment impossible de le reproduire quand on s'inflige des blessures à soi-même. Quand vous frappez quelqu'un comme ça fait un certain angle. Quand vous-même vous frappez, ça fait un autre. C'est quasiment impossible. Vous pouvez pas mettre votre bras exactement comme si c'était le bras de quelqu'un d'autre qui vous frappait, en fait. Enfin, il y a bien du sang de Nils Gustafsson retrouvé à l'intérieur de la tente, ce qui laisse supposer qu'il était bel et bien allongé avec les autres. Et il n'y a pas d'éclaboussure de sang sur ses propres vêtements. Il y en a bien sur les chaussures, mais pas sur ses vêtements, ce qui laisserait penser que ces chaussures ont bel et bien été empruntées par le tueur. Et puis d'ailleurs, en parlant des chaussures, pourquoi ne s'en serait-il pas débarrassé en même temps qu'il s'est débarrassé du reste, en fait, des affaires des victimes, des armes du crime, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Et puis, il n'a pas de terre sous les pieds ou sous les chaussettes, on sait pas. Alors que dans la théorie où c'est lui l'assassin, il aurait dû faire le trajet entre l'endroit où il a déposé ses chaussures dans la forêt et la tente pour venir se mettre en scène comme une victime s'allonger sur la tente. Et il a bien fallu qu'il marche à un moment donné, et bon bah il n'y a pas de terre sous ses pieds. Et puis pourquoi il se serait plus acharné sur Mayla, qui certes a repoussé ses avances, mais qui restait quand même sa petite amie, que sur Seppo, qui l'a massacrée, qui a priori l'a passé à tabac salement. Pas de raison. A priori, ces arguments ont été entendus puisque le 7 octobre 2005, Nils Gustafsson va être acquitté et recevoir une compensation de 45 000 €. Une fois Nils Gustafsson lavé de tout soupçon, les enquêteurs vont se repencher sur un suspect en particulier, Hans Assmann. Vous savez, l'espion du KGB. Car il apparaîtra que celui-ci était bel et bien capable de violence. En 1961, il a été arrêté et condamné pour avoir battu sa femme en public. Et celle-ci, après avoir divorcé et donc n'étant plus sous son joug, va raconter aux forces de l'ordre que son mari traînait quand même beaucoup aux alentours du lac Bodom, en particulier sur cette zone-là de Högnas, et qu'il était même suspect non pas dans une, mais dans 2 affaires. Une jeune fille tuée, renversée par une voiture alors qu'elle faisait du vélo, ainsi que l'assassinat de 2 jeunes filles qui étaient en train de camper au bord du lac. Ce ne sont que des soupçons de la rumeur populaire, pas de la police, mais voilà, ils existaient. Hans Assmann est mort en 1997 et peu de temps avant de mourir, il s'est confié à un journaliste qu'il avait lui-même sollicité depuis son lit de mort. Il est très mystérieux quand le journaliste lui pose des questions sur le triple meurtre, qu'il qualifie d'ailleurs de « those tent and knives things », ces trucs de couteau et de tente, ce qui est quand même assez méprisant quand on parle de la mort de 3 adolescents. Et il n'en dira pas plus, il restera très mystérieux et dira même expressément qu'il ne veut pas nier et pas non plus confirmer quoi que ce soit. Et pour couronner le tout,
Il s'avérera, après des recherches un peu plus poussées, qui auraient peut-être dû être faites avant, que les employés de l'hôtel qui lui ont fourni un alibi à l'époque en expliquant qu'il était présent dans cet hôtel avec sa maîtresse sont en fait des membres de sa propre famille. Donc leur témoignage et l'alibi qu'ils fournissent n'est plus très solide. Ils auraient complètement pu mentir pour le couvrir. Et concernant la culpabilité de Hans Assmann, il y a une théorie qui s'est développée au cours des années. Le docteur qui s'était occupé de lui à l'hôpital le lendemain matin des faits, qui l'avait reçu, qui avait constaté qu'il avait de la terre sous les ongles, les vêtements tachés, etc., va expliquer qu'il était vraiment très surpris du fait que les policiers ne soient jamais revenus récupérer les vêtements tachés de sang de Hans Assmann. Lui les avait précieusement gardés parce qu'il se disait que c'était une incroyable pièce à conviction, qu'elle allait pouvoir faire avancer l'affaire pour élucider le meurtre de 3 jeunes. Mais non, les policiers ne sont jamais venus. Et ça va donc lui faire penser que peut-être que Hans Assmann est bel et bien coupable, que c'est réellement un espion du KGB et qu'il serait protégé par les autorités de la Finlande afin de ménager les relations diplomatiques avec la Russie. Au début des années 2000, une photo va surgir et faire beaucoup parler. Il s'agit d'un cliché de la foule amassée lors des funérailles des 3 jeunes qui ont perdu la vie près du lac Bodom. Sur cette photo, on voit un visage très étrange et flippant qui ressemble trait pour trait au portrait robot et également à Hans Assmann. L'inconnu de la photo des funérailles ne sera jamais identifié. L'affaire du triple meurtre du lac Bodom a marqué la Finlande et reste une des affaires les plus choquantes et mystérieuses que le pays a connues. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a un petit groupe de death metal mélodique qui s'appelle Innerst, qui vient de signer en maison de disque et qui cherche un nouveau nom et qui va s'en inspirer, devenir Children of Bodom, et qui ne va pas rester un petit groupe pendant très longtemps. J'ai fini de vous raconter le cold case de l'affaire du lac Bodom. Si ça vous a plu, je vous incite à me laisser le pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis surtout, en commentaire, il faut absolument que vous me disiez vers qui vous penchez. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible que Niels ait commis les meurtres? Alors, vu la défense en béton armé, là, c'est peu probable que vous soyez beaucoup à me dire ça. Je vais pas trop vous étonner si je vous dis que moi je penche pour Hans Assmann quand même, qui me paraît extrêmement louche. Et moi j'ai toujours un petit goût particulier pour tout ce qui touche aux gens qui vont être protégés pour des raisons diplomatiques. J'ai un attrait pour ce genre de choses. En tout cas, c'est extrêmement triste pour évidemment les victimes et surtout leurs familles qu'on n'ait jamais pu mettre la main sur le tueur. Et ça reste très mystérieux et très intéressant. Moi, j'ai adoré vous raconter cette affaire. C'est la première fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, que je traitais un cold case. Et si vous en voulez encore, pareil, dites-moi en commentaire. Et en attendant, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à dans 2 semaines.